Podcaps, saison 2, épisode 6, c'est parti. Podcaps, 3 films à regarder. Podcaps, prêt à décoder. Podcaps, le cinéma est partagé. Pierre et Jérémy pour t'expliquer. Podcaps. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Podcaps. Moi, c'est Rémi et serai toujours en compagnie de Pierrick. Comment ça va, mon cher Pierrick? On est que deux. Ouais? C'est bizarre. Ça faisait longtemps, hein? J'ai plus l'habitude, je suis un peu intimidé. Hein. Tu sais comment j'appréhende cet épisode? Non, tu sais comment je visualise cet épisode? Ah oui, comment? Un peu comme un dimanche après. C'est le jour du mariage. Non, un dimanche après, tu vois, un couple qui se retrouve un peu, tu vois. C'est vrai. Tu vois, il pleut un peu dehors, on s'est fait un chocolat chaud, un petit plaid, on va se mater un film en amoureux. Chocolat chaud, là, je dirais pas non. Ah, moi, je peux plus. Tu peux plus? Intestinalement parlant, je peux plus. C'est l'âge. Je vais pas détailler. Oui, c'est un peu ça, c'est un peu l'âge. Après, moi, je sais qu'il y a un risque à prendre hein, quand je prends un chocolat chaud. Mais c'est sûr que maintenant, on n'y va plus serein dans le chocolat. C'est à la maison, quoi. Donc non, mais en vrai, je suis content qu'on se refasse un petit format que tous les deux. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu papoter de cinéma comme ça entre copains. C'est vrai. Peut-être un peu plus libre hein, parce que on se censure un petit peu des fois quand il y a les invités. Non. Tu te censures pas un petit peu? Genre, tu te dis pas, je vais faire Non, c'est vrai que toi, tu te dis pas, je vais faire attention à ce que je vais dire. Alors que moi, je me dis, je veux être un petit peu plus correct, voilà quoi. Oui, si, t'es un peu plus poli, on va dire. Poli. Non, mais je veux dire, t'es un peu plus... t'arrondis les angles, quoi. Ouais. Bon, avant de parler de cinéma, on va quand même pas perdre les bonnes habitudes. J'allais dire les mauvaises habitudes. Non, les bonnes habitudes. Les deux, hein. Mon cher Pierrick, est-ce que t'as une petite anecdote à nous partager en introduction de cet épisode? J'en ai une très courte. J'allais dire comme... Pardon. Tu vois, ça, tu ne dirais pas quand il y a des invités. Ça dépend de l'invité. Hier, je me faisais des œufs. Attention, quel genre d'œufs? Alors, toi, je te connais. T'as un côté très American. Du coup, je pense que c'est des scrambled eggs. Pas du tout. Ah! Mais j'en fais des fois. Ok. Non, en fait, je me faisais des nouilles parce que j'avais la flemme. Ok. Et du coup, je me suis dit, hey, yes chef, hein, je vais mettre des œufs durs dedans. Ok. Et t'as jamais réussi à cuire les œufs durs? Et non, attends. Okay. Et du coup, je mets un œuf dans la casserole, dans l'eau bouillante, et je vois qu'il se fissure, la coquille se fissure. Ah oui. Jusque là, pourquoi pas? J'en mets un deuxième, je me dis, on sait jamais. Hein. Ouais. Sauf que quand je sors les œufs, je regarde, il y a plus de fissure. Quoi? Il y avait plus de fissure sur la coque de mon œuf. Et je veux savoir pourquoi. C'est pas possible, frérot. Mec, je l'ai prise dans la main, je l'ai tournée dans tous les sens. Elle s'est ressoudée. Regardé, elle s'est ressoudée, la coque. C'est impossible. C'est Rhino Shield, l'œuf. Mais j'aurais dû filmer parce que j'en revenais pas mes yeux. Ah, mais là, je ne te crois pas du tout. J'avais la chair de poule. Ouf. Les œufs. mais non, et même moi, je me disais, bah, je ne me crois pas moi-même, en fait. Bah oui. Et du coup, j'ai bien vérifié et tout, tu vois, genre. T'avais pris des petits cachets pour le mal de tête et même pas. T'as halluciné un peu, juste quoi. de la kétamine. Mais non, parce que frérot, quand l'œuf il se fissure dans l'eau bouillante, à l'intérieur ça gonfle. Mais je suis d'accord avec toi. T'as un peu de jaune qui sort là. Je suis d'accord. Et avec après, toi. quand tu ouvres ton œuf, il est un peu déformé. Je suis d'accord avec là, toi. Il n'avait rien, il était intact. J'ai peut-être trouvé le remède au cancer, je sais pas. Wow. Genre... pas trop vite quand même. On va jeter des gens dans l'eau bouillante. Mais non, t'es sûr, c'est pas. Il y avait un cheveu ou un truc sur ta coquille. Je suis sûr de ce que j'ai vu. J'ai rarement été sûr de beaucoup de choses dans ma vie. Mais cet œuf. En vrai, gros, il y avait le poussin à l'intérieur, mec. Il a mis un peu de plâtre. Il a mis une bande. Hop là, il a fait hop. Comme Rémi, on est en train de lisser le mur. Voilà, un petit coup de blanc. Le poussin, il me parlait comme ça. Non mais bon, oui. bah, ok. Donc expérience paranormale. Je ne comprends pas. Et d'ailleurs, après, du coup, j'ai enlevé la coquille d'œuf puisque c'était un œuf dur. Et j'aurais pu avoir une facilité s'il avait toujours été fissuré. Est-ce qu'il était bon cet œuf? Bah, il était très bon. Ah, ma foi, c'était pas mauvais. Hein. Oh là, j'ai une anecdote. Ah, t'as dit une hallucination? Non, j'ai dit une anecdote. Si tu l'as dit. Non, j'ai dit un mensonge. Ok, bah écoute, je demande à voir la prochaine fois qu'on mange ensemble, on se fera des petits œufs. Ah non, mais c'est un miracle, c'est Jesus. Ah là oui, c'est un miracle de la vie, mon pote. Oui. Bon, pour pas grand chose, mais. Bah la prochaine fois, je me casse un truc, je me mets dans l'eau bouillante et ça répare l'os, quoi. Non, c'est pas ça? Je serai pas là pour voir ça. Non. Ok. Et bon, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé de surnaturel? Moi, c'est chiant. Alors, rien de surnaturel. Moi, c'est chiant parce qu'on va encore dire que je ramène tout à l'âge, mais j'ai encore pris une. J'ai eu une maison. Non. Mais j'ai encore pris un décalage générationnel en pleine gueule et ça fait toujours un peu mal et en même temps c'est toujours un peu rigolo, tu vois. Mais en gros, vendredi dernier, il y a Quentin qui est venu me filer un petit coup de main sur le chantier. Le petit jeune là. Le petit jeune de l'assaut là. Ouais. Et je sais plus pourquoi. Je vais vraiment résumer l'histoire parce que sinon c'est très long. Mais en gros, il me disait qu'un jour il aimerait bien filmer en tant que réal une scène de danse disco, tu vois.
Et il me décrit toute la boîte de nuit, tu sais, avec les dalles lumineuses, machin et tout. Ok, ouais. Et moi, je lui dis, comme dans La Fièvre du samedi soir. C'est exactement ce que j'allais dire. Et il me dit, mais non, tu sais, un peu comme dans Arthur et les Minimoys. Alors déjà, on dit Minimoys ou Minimoys? Oui, Minimoys, je sais pas. Bref, les Minimoys. Et je lui dis, mec, la boîte de nuit avec le mec qui danse au milieu de tout. Enfin, ouais. Je dis, ok, montre-moi ta scène. Enfin, pas montre-moi ta scène, mais décris-moi ta scène et tout. Ouais. Il me dit, Arthur, il danse et tout. Je dis, mais frérot, ça, c'est un clin d'œil à la Saturday Night Fever. Oui, c'est Arthur et Travolta, tout ça. Voilà, j'ai dit, c'est Arthur et les Minimoys qui font un clin d'œil à Travolta dans La Fièvre du samedi soir. Ouais. Il me dit non, mais je connais pas ton film. Je connais pas ton film. C'est ton film. J'ai dit attends, bouge pas. Je sors mon tel et on va sur YouTube et je lui mets la fameuse scène de danse de Travolta. Ouais. Et j'ai dit tu sais, Travolta, avant qu'il perde un peu sa carrière, jusqu'à ce que Tarantino lui sauve la vie et tout. Déjà, Quentin m'a dit comment ça, Tarantino lui a sauvé la vie. J'ai dit ok, bon, on verra ça une autre fois. Sortons les bouquins. Mais et je lui montre la scène de La Fièvre du samedi soir, de Saturday Night Fever. Et il me dit c'est avec les Bee Gees. C'est ça, c'est les Bee Gees. Oui, c'est les Bee Gees. Et il me fait est-ce qu'il a dit masterclass? Non, il a pas dit ça me mindfuck. Il m'a dit mais je viens de comprendre que du coup dans Arthur et les Minimoys c'est un clin d'œil. Et j'ai dit oui, c'est frérot, que... achète-toi une culture quoi, tu vois. Horrible. Non, c'est moi, j'étais plus en mode ouais, ok, donc là maintenant je suis vraiment ouais, non mais c'est fou qu'on se rende pas compte nous que en fait il y a des gens qui ont pas forcément. Non, c'est même pas ça, c'est ce qui est rigolo, c'est ce qui est rigolo et on en a débattu après avec Quentin et c'est ça qui était rigolo. C'est que tu l'as jugé. Pas du tout. C'est que il me disait déjà pour moi Arthur et les Minimoys c'était une vieille ref. Ah ouais. Et j'ai dit ouais, alors que pour moi La Fièvre du samedi soir on n'était pas nés non plus quoi. Non, on n'était pas nés, mais c'est une rêve de mes darons, tu vois. Donc oui, moi aussi mais c'est marrant de se dire que tu vois en fonction de chaque génération on n'a pas les mêmes rêves. Et en fait ce qui est plus drôle surtout, c'est vraiment ce truc de pour Quentin, si tu lui parles d'une scène disco, sa référence ça va être les Minimoys. Alors que pour moi, tu me parles d'une scène disco, ma référence voilà. Et s'il faut dans 20 ans, ce sera un truc complet, ce sera le film de Quentin. Mais tu vois, j'ai eu la même réaction face à une interview de l'actrice de L'amour ouf là qui est dans un nouveau film. OK, Adèle. Non, pas elle. La jeune actrice dont Mallory, je crois, je sais plus. OK. Et désolé, en fait, elle découvrait dans l'interview que avant les iPhones, c'était des iPods et que genre t'avais des trucs MP3 des shuffle et tout, tu vois. Et j'étais en mode c'est chaud parce que moi quand même si j'avais pas les trucs de mes parents ou quoi, je savais, tu vois. Ouais, les transistors. Je savais ce qui existait avant, mais là genre pas du tout. Et je me suis dit est-ce que je suis juste vieux ou un vieux con Oui, alors déjà on n'est plus tout jeune. Oui. Mais je pense aussi que c'est que technologiquement maintenant il y a des trucs qui se sont tellement. Non, c'est même pas que ça va vite, c'est qu'il y a des trucs qui se sont tellement imposés et qui sont multitâches que tu vois tu centralises tout dans le même appareil et voilà. Alors qu'à l'époque t'avais un truc pour écouter la musique, un truc pour tu vois je veux dire. D'accord, mais enfin tu savais quand même à peu près ce qu'il y avait avant quoi, genre plus ou moins. Oui. Tu savais qu'il y avait des vinyles. Après, je veux dire, nous on le savait. Enfin, moi je le savais parce que j'avais des parents un peu mélomanes, tu vois, qui écoutaient beaucoup de musique. Donc, tu vois, je veux dire, si tu viens d'une éducation qui s'en bat un peu les couilles de tout ça, je peux comprendre que tu vois que tu captes pas, quoi. Non, moi, ce qui m'a surpris, c'est que je me suis dit, peut-être qu'on n'a pas forcément tous la curiosité de. Il y a ça aussi, mec. De se dire, il y avait quoi avant et juste, on a ça, cool, ok, next. Et je me suis dit, est-ce que moi je suis juste un vieux con ou est-ce que. Non. Puis je pense aussi, change, non, je pense aussi que, et ça c'est vrai, putain, ça y est, sort les plaids, mon gars, on est deux vieux connards. Je vais te dire, coupe tout ce que j'ai dit au montage, j'ai l'air d'un vieux con, là. Non, mais je pense sincèrement, les centres d'intérêt ont changé aussi. Tu vois, ton temps d'intérêt maintenant sur les réseaux, sur les plateformes, t'as tellement de vidéastes, de vulgarisateurs, de machins et tout, que si tu vas pas voir le gars qui te parle de comment ça marchait un magnétoscope à l'époque, tes centres d'intérêt ont déjà été pris par tout un tas d'autres choses, tu vois. Ouais, mais je sais pas, comme le rétro, ça, c'est à la mode maintenant, je me dis, j'essaie de prendre la logique de pas connaître forcément les. Je te demande pas de tout connaître, tu vois, mais s'intéresser un minimum. Oui, mais peut-être qu'un jour, il y a quelqu'un qui va remettre une technologie un peu du passé à la mode. Et pourquoi faire? On a l'IA, c'est bon. M'énerve pas. Enfin bon, voilà, un questionnement un peu sur la vie et mon âge. Tout à fait. Je me remets en question. Oui. Est-ce qu'il serait pas temps de reparler de cinéma tous les deux à l'époque, à l'ancienne? J'ai l'impression que cette table est vide, mais pleine d'amour. Oh, ça c'est beau. Bon, avant de parler de cinéma, quelques remerciements. Le plus beau cinéma de la Côte d'Azur, des salles uniques, un confort inégalable, mais surtout de l'IMAX. Oui, bon.
plus sérieusement, merci le Cinéum de Cannes d'accueillir et de soutenir le podcast. Grâce à eux, on peut voir tout un tas de films et vous en parler après. Donc les amis, si vous êtes dans le coin et que vous voulez vous faire une super séance de ciné, venez au Cinéum, croyez-moi, vous ne le regretterez pas. Allez, on peut reprendre l'épisode. Le Cinéum. Oui, bon, on a compris. Merci. Voilà, on dit un grand merci au Cinéum et on va pouvoir parler de cinéma. Mon cher Pierrick, quel est le dernier film ? Je prends ma note. Quel est le dernier film que tu es allé voir au cinéma ? Faut que je fasse deviner, j'ai oublié. J'ai vu un film dont l'actrice principale, si c'était un homme, elle s'appellerait de prénom lui. Her ? Non, mais non. Attends. Quoi ? Elle Fanning. Oui, ouais, bon, c'est bon. Il est dégoûté. Oui. On va parler du même film, quoi. Fais-le avec le sourire un petit peu. Tu es allé voir Predator Badlands. Et je vous fais le pitch où j'ai fait un d'abord ou je te fais le petit paragraphe que j'ai noté avant. Non, fais-nous le pitch. Comme ça, les gens, ils savent où on va. Predator faible veut gagner sa place dans son clan et va chasser une proie sur une planète où chaque pas peut le tuer. Voilà, okay. Ça c'est le pitch. Oui, c'est pas mal. Jusque-là, ok. Voici ma petite... Je prends ma bonne voix. Enfin, un Predator que les plus petits peuvent regarder grâce au côté humain et empoté donné à ce chasseur tant redouté qui fait des blagues et qui est accompagné par un PNJ au dialogue d'un Marvel Disney. Merci pour tous ces petits dialogues humoristiques constants pour apaiser le côté menaçant de ce personnage culte, notamment via cet aspect-là. Bravo Disney. C'était vraiment pas bien. Ah, merci mec. Je suis tellement déçu. Non, en vrai, très déçu parce que le réalisateur, pour moi, c'est le premier long métrage qui rate. Voilà, il a fait Cloverfield Lane, il a fait les Prey, il a fait l'autre Predator. Killer of Killers. Voilà, donc je pense que c'est la faute de Disney, concrètement. Et le problème, c'est qu'il y a un monde super. Ils ont créé un monde génial, je trouve, dedans. Mais putain, arrêtez d'humaniser. Enfin, pourquoi humaniser ce Predator ? Et ce qui m'énerve encore plus, laisse-moi, ne me coupe pas la parole. C'est que je suis allé voir sur Letterboxd, je suis allé voir sur Reddit. Tout le monde l'adore. Je suis allé voir sur des sites de cinéma, d'autres sites. Les gens kiffent ce film. Ouais. Et ils disent c'est bien, ils ont fait genre des full dialogues et tout. Non, je veux pas d'un Predator qui a des conversations comme le dimanche, pas à Bamako, mais autour de la table avec ses parents. Même si c'est sous une autre ambiance. Je veux des... Enfin, je sais pas faire, mais... Oui, mais j'ai... Et je veux et je veux pas d'un Predator empoté, qui est faible, même si l'aspect faible du clan, ça peut être intéressant. D'accord, parce qu'il y a un truc d'évolution, machin, tout ça. Mais dans ses yeux, tu vois la tristesse, dans ses yeux, tu vois la peur. Il est maladroit. Elle Fanning, que j'adore de tout mon être, et c'est pas sa faute. Mais c'est vraiment comme je disais, le PNJ des jeux vidéo que t'as envie de lui dire, tais-toi, en fait. Ça m'a attristé de fou, ce film, parce que pourquoi tu veux rendre humain le plus célèbre des prédateurs un des plus célèbres des prédateurs de l'histoire du cinéma, quoi. Ouais. C'est pas Ant-Man. Bon, mais vas-y, on a vu le même film. Donc, ouais, parce que du coup, on a vu le même film, donc moi, ça va aller très vite. Et du coup, c'est archi intéressant parce que j'étais très curieux de savoir alors, on l'a pas vu ensemble, hein. Non. Mais c'est un concours de circonstances. Je sais que t'es allé le voir et du coup, pareil, moi j'ai pas aimé le film, même si je trouve qu'il y a d'excellentes idées à exploiter qui n'ont pas été exploitées. Complètement. C'est-à-dire, alors déjà, je tiens à préciser, ce n'est pas le pire film de la franchise. Je vous renvoie vers Predator de 2018, c'est une catastrophe. Je ne les ai pas tous vus, voilà. Pas jugé. Je peux pas dire que c'est le pire film de la franchise. Par contre, c'est le plus mauvais de Dan Trachtenberg, ça c'est sûr et certain. Oui. En fait, quand t'as eu un truc aussi bon que Prey en revival de la série, tu te dis c'est tellement dommage de tout ruiner ce qu'il avait mis en place avec Prey, avec Badlands. Et donc, ce problème d'humanité, je suis d'accord 100% avec toi. Je reviens sur les bonnes idées, en fait, quand même, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a quand même des bonnes idées. Ce que je trouve très cool, c'est effectivement la planète sur laquelle il va, parce que pour une fois, cette planète, c'est presque un personnage en elle-même. Ah, complètement. Et en fait, on est complètement dans la démesure du danger. Ah, mais... Tout, oui. Je l'ai vécu un peu comme si c'était l'Australie, mais pour les Yoja. Tu vois, dans le sens où les Yoja, qui sont la race extraterrestre des prédateurs. En fait, même la moindre petite chenille peut le tuer sur cette planète, et je trouve ça intéressant de lui-même le mettre dans un contexte, comment dire, où il peut être la proie. Voilà, où ça peut être lui aussi la proie. Par contre, et je suis d'accord avec toi, le gros problème de ce film, c'est d'humaniser tout un tas de personnes /animaux /extraterrestres qui ne peuvent pas être humanisés. Et pour moi, ça crée une dissonance énorme entre les personnages du film et ce qu'ils deviennent dans le film. Et comment toi, en tant que spectateur, tu les... Et moi, ça m'a profondément dérangé. Par exemple, le père. Oui. Donc, il y a une dispute entre le père et ses fils. Je vais pas dire quoi parce que je veux pas spoiler le film, mais... Et nous, dans le film, ils essayent vraiment de te montrer que le père est méchant.
Sauf que, et le Fossoyeur de film en parle dans sa critique, et pour moi c'est la critique la plus constructive que j'ai vue sur ce film, le père des 2 fils n'est pas méchant. Il répond à des codes sociaux et biologiques qui sont complètement différents de notre humanité. C'est-à-dire que on essaye de mettre de l'humanité, des émotions humaines sur un peuple qui est 100% biologiquement complètement différent à nous, parce qu'à part avoir des bras et des jambes, ils ont rien à voir avec nous, et qui ont une société qui fonctionne complètement différemment que la nôtre. C'est-à-dire que c'est normal chez les prédateurs d'être méchants, violents. Tu vois, le père, en fait, il fait rien de mal pour une société Yodja. Oui, il fait juste ce qui a toujours été fait. Il fait ce qui fait partie de la société. C'est comme nous quand on crache sur les îles Féroé, c'est horrible ce qu'ils font avec le massacre des dauphins. Mais dans leur société, c'est génial. Ils s'éclatent. Ils emmènent les gosses, tu vois. Dans la société Yodja, c'est pareil. On est sur une autre planète. Enfin bon, bref. Et en fait, ce qui m'a dérangé, c'est que tout le film te montre qu'il n'y a pas d'humain dans ce film, concrètement. Il y a soit des synthétiques, donc des robots, soit des animaux, soit des extraterrestres. Il n'y a pas d'humains. Tous les putains de personnages de ce film ne répondent et ne réagissent qu'avec des codes humains. Oui. Les animaux, ils sourient. Pourquoi faire ? Parce que c'est mignon. Voilà, exactement, parce que c'est des mignons. Ils ont des grands yeux, ils ont des grandes bouches. Voilà, le grand animal méchant, il était méchant parce qu'en fait, il avait perdu son enfant. Non, tu vois, et je trouve ça tellement dommage et je n'arrive pas à comprendre le succès de ce film. Tout le monde trouve que ce film est génial. Je ne comprends pas non plus. Personne analyse ce film. Ouais. Alors, encore une fois, c'est pas le plus mauvais des Predators et je pense que c'est ce qui le sauve parce que visuellement, il s'en sort bien. Les scènes d'action sont très cool. Oui. J'ai vraiment passé un très bon moment sur l'assaut final, entre guillemets. Oui. Tu vois ce que je veux dire. Tu retrouves quand même des mécaniques qui font appel à la franchise. J'ai beaucoup aimé, sans trop spoiler, le fait qu'il s'associe un peu avec la planète au sens large pour du matériel. Tu vois ce que je veux dire. Ah oui, c'est pas du tout subtil. Voilà. Non, mais, oui et non. Ah mais oui, j'avais complètement... tout le monde a compris. Mais voilà. Et ça m'a fait écho, justement, au Predator 1 où Schwarzenegger se sert de la nature pour le. Donc il y a quand même des choses qui le sauvent. Par contre, je trouve ça fou que personne ne remet en question son rapport à l'humanité alors qu'il n'y a pas d'humanité dans le film. Il n'est pas censé y avoir de l'humanité et on te sert que de l'humanité. Et je trouve ça profondément dérangeant. Moi, ça m'a mis mal à l'aise presque. Ce qui est chiant, c'est que en plus j'y suis allé. Alors je savais, je demande à chaque fois je dis je veux pas connaître vos avis que ce soit bien ou pas. On m'a quand même donné le tien. Oui, je sais. Bon, ça arrive, hein, c'est parce que moi je suis chiant aussi vis-à-vis de ça. Mais du coup, j'espère que ça t'a pas trop influencé. Alors non, justement, au début je me suis dit je vais pas y aller du coup parce que je vais être influencé par cet avis. Et puis un peu quelques heures avant, je me dis j'ai quand même vachement envie de le voir et en vrai il me donne envie et je pense que je vais kiffer. Et genre je sais qu'il y a des films que de toute façon Rémi il aime mais moi j'aime pas, donc on peut avoir un désaccord. Donc je m'auto-convainc, tu vois. J'y vais, je m'installe dans la salle, l'IMAX pour moi tout seul. J'étais le seul spectateur. Quel régal. Je me dis mais quel régal. Surtout que moi tu me connais, sensibilité au bruit. Oui, bien sûr. Surtout au cinéma, voilà. Et le film commence et tout et je vois genre full conversation entre des prédateurs et tout, j'étais en mode attends, c'est quoi ça? Là je suis venu pour kiffer, je suis venu pour être en tension, je suis venu pour de l'action et qui me sort un Disney là. Qu'est-ce que c'est Disney maintenant mais bon Tu vois, rien que la scène d'intro, moi ça m'a mis dans un état un peu dubitatif, j'étais en mode à la limite qui papotent entre eux. Et je me suis dit peut-être qu'après il y en aura plus du coup. Et je me suis dit pourquoi pas. Pour une fois on est sur la planète Yodja. Pareil. Pourquoi pas. Je me suis dit ne juge pas trop vite le film. Ouais. La scène avec le rep, j'ai adoré. Je me suis dit voilà, il y a un vrai Predator. Tu vois, il se passe des choses. Tu vois, et je me suis dit trop bien, sans trop dévoiler sur le film. Il va aller quelque part, il va se la donner. Et il va revenir en héros. Enfin bon, bref, tout le reste du film, gros, j'ai souffert. Ah ouais. Mais le personnage d'Elle Fanning aussi, il est insupportable. Il est insupportable. C'est blague. En direct, tu traînes un enfant de 3 ans hyperactif avec toi, quoi. Genre. Je suis désolé, peut-être que tu voulais pas le faire. Enfin, si tu l'as fait un peu avec ton texte, c'est cette conformisation, cette uniformisation à la Disney, à la Marvel, à vouloir te sortir tout le temps la même cam. J'avais l'impression de regarder les derniers films Marvel. Enfin, moi, je suis sorti de là en me disant, c'est les Gardiens de la Galaxie ou... Oui, et encore, dans le contexte des Gardiens de la Galaxie, ça marche. Oui, parce que le comic, c'est comme ça. Parce que ça correspond au monde créé dans Marvel des Gardiens de la Galaxie. Il y a d'autres Marvel dernièrement sortis, ces 10 dernières années en tout cas, où il y a des blagues où t'es en mode arrêtez de faire des blagues toutes les 2 minutes. Et moi, c'est ça que je reproche. C'est que Predator a fait ça. Enfin, Predator, du coup, Disney a fait ça de Predator. Je donne juste un repère pour les gens. Et toi, tu me diras, de toute façon, tu vas réagir instantanément à ce que je vais dire. Mais rien que le feu de camp. Tu vois cette scène? Insupportable. Ah oui. Insupportable. Si jamais vous allez voir le film, retenez bien, le
le feu de camp, c'est insupportable. Le couchage. Et je trouve ça mais tellement dommage parce qu'on avait tellement, enfin en tout cas moi personnellement j'avais tellement d'espoir depuis Prey, Dan Trachtenberg qui fait vraiment un taf de fou pour faire renaître cette franchise qui justement s'était pris des gamelles monumentales parce que depuis Predator 2, on se tape que des Alien versus Predator et il y avait peut-être eu 1 ou 2 films solo dont le dernier était de 2018 et qui était alors le problème c'est que c'était une bouse de films d'action, mais est-ce que c'est celui avec Adrien Brody? Parce que je l'ai. Non, je crois pas. Ok, d'accord. Non, celui-là il est plus récent, je crois. Ah, je sais pas. Non, le dernier c'est 2018, mec. Ah, c'est peut-être celui-là. Peut-être, mais je sais plus. Franchement, je sais plus. Okay, mais bref. Et vraiment, j'étais en mode au moins celui de 2018, c'est une merde, attention. Il est plus mauvais que celui que Badlands, mais au moins le personnage du Yoja est respecté. Et il y a un peu ce truc aussi qui m'a dérangé, c'est que la DA normalement des films Predator, vraiment la DA de ces films-là, c'est que normalement Predator c'est pas le personnage principal. Oui. C'est un prétexte. C'est l'antagoniste pour raconter une histoire, tu vois. Alors après, vous allez me dire oui, mais il faut accepter le changement et tout. Il y a aucun problème. Ouais. Il y a plein de trucs qui changeaient dans ce film que j'ai adoré. Encore une fois, la planète. Mais le monde qu'ils ont créé vraiment est super intéressant. Il y a un potentiel de fou dans ce film. Si tu veux, j'avais plus ou moins compris qu'il s'agissait d'un Predator qui devait faire ses preuves par rapport à son clan. Oui, ça d'accord. Ils auraient même pu me faire tout le film sur la planète Yoja avec une vraie histoire. Oui. Du moment qu'ils respectaient les codes sociaux. Mais il y a rien de respecté. Voilà. Et en fait, ce qui m'agace profondément, c'est d'avoir fait un film où il n'y a pas un putain d'humain dans le film. Oui. Alors que tout ce que tu vas voir à l'image te rappelle des émotions profondément humaines. Il y a pas un putain d'humain, mais il y a quand même le personnel d'Elle Fanning qui dit je traduis alors qu'elle pourrait parler directement dans sa langue à lui, ce qu'elle fait, mais pour le spectateur c'est traduit, genre elle parle en anglais quoi, ou en français si vous regardez en VF. Non, ça n'a aucun sens. T'es seul avec lui, on t'entend parler dans sa langue à lui, c'est tout, ça n'a aucun sens, c'est la facilité. Il y a un truc qui me terrifie aussi, c'est que ça fait longtemps qu'on a connecter les deux franchises Alien et Predator, ne serait-ce que par les Alien versus Predator. Et ça a toujours été une catastrophe. Mais on est d'accord que dans tout Badlands, oui, il y a quand même une énorme présence d'aliens, à cause de Weyland Yutani, qui pour les gens, pour les fans de la franchise, vous savez très bien qui est Weyland. Oui. J'ai terriblement peur que entre Alien Earth, Badlands, machin et tout, Weyland Yutani. Mais ils vont faire un multivers. Ils vont nous faire un MCU, mais Alien Predator, mon gars. C'est sûr, ça c'est amené de fou. Sinon ils l'auraient pas fait. C'est horrible. C'est Disney. Ils créent un nouvel univers. C'est horrible. Et quand tu sais que la volonté de Dan Trachtenberg pour Predator, Prey 2, en gros, ce qu'il voulait faire, c'était... oui, je sais ce que tu vas dire, vas-y. Qu'il pop en pleine Seconde Guerre mondiale. Je pensais à une époque... c'est ça, il devait atterrir sur Terre en plein conflit Centre-Europe en Seconde Guerre mondiale et tout, et tu te dis, putain, il y avait tellement de maturité à mettre dans ce deuxième opus, et dont on nous fait les gardiens de la... Enfin bon, bref, je trouve ça très dommage. Non mais en fait, je serais très curieux de prendre un verre avec Dan... Je pense qu'il souffre, mec. Et de lui dire alors à quel point ils t'ont saoulé pour faire une version Disneyifiée de Predator. Je pense sincèrement. Parce que ce mec avait ravivé la franchise quand même. Complètement. Et de très bonnes... Prey, c'est un excellent film. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient un film d'animation, peu importe ce que c'est, ils vont se dire c'est pour les enfants. Ce qui est faux, un film d'animation, c'est pas forcément pour les enfants. Mais que le film d'animation Predator soit plus sérieux et adulte que Predator, qui s'appelle quand même Badlands, tu vois, genre, je me suis dit, du coup, ça va être badass. C'est quand même assez hallucinant, parce que c'est pas non plus les mêmes budgets, j'ai proposé à Maud de venir voir le film avec moi, elle m'a dit non, s'il y a jamais il y a des scare jump et tout, ou si c'est un peu gore et tout, je suis rentré, j'ai dit franchement t'aurais pu venir parce que je crois que t'as eu plus peur avec Vaiana 2 qu'avec Badlands. Mais c'est le plus accessible des Predators et c'est ça qu'ils veulent, parce qu'ils veulent le vendre dès 1 an leur film. Je pense sincèrement que Dan Trachtenberg, il est dans la même position que Gareth Edwards avec Jurassic World 4, c'est-à-dire que les deux, ils sont contents de bosser sur des franchises cultes, mais que par contre ils sont pourris par une production. Et on peut pas le reprocher. Mais pas du tout. On propose un Predator à un Jurassic, tu dis oui, bien sûr. J'y
j'y vais, mais c'est juste qu'après t'as les studios sur ton dos et que, mais j'ai pas envie que ça leur ruine tout le reste de leur carrière, quoi. C'est un risque quand même, malheureusement. Après, ça fait des chiffres, donc. J'allais dire, mec, tu sais, ruiner ta carrière quand t'as 50 millions de dollars sur le compte, c'est voilà, tu t'achètes un chalet en Suisse et puis voilà, tu finis tes boulots tranquille, quoi. Enfin voilà. Très en fait, ce que je comprends le moins, c'est la réaction positive des spectateurs. C'est que vraiment, en plus, j'ai vu des personnes qu'on connaît un peu, sur les réseaux, des influenceurs ciné ou des reviewers ciné et tout. Ah ouais? Avec qui d'habitude je partage vraiment la critique, et là être dithyrambique avec on change le personnage, on adapte et tout, et j'étais en mode waouh, comment toi tu peux aller dans le sens de ce film, c'est pas possible. Alors soit ils ont touché des sous de Disney, non je crois pas. je rigole. Non mais c'est fou parce que je voyais dans des critiques genre ils ont réadapté et ils ont rendu le truc en gros plus accessible, c'était pas les mots exacts mais je me souviens plus, voilà. Et je me disais mais personne n'a demandé ça. Non. Personne n'a demandé de changer les codes, personne n'a demandé de réadapter. Ça marchait. Le mythe Predator marchait tel quel. Pourquoi tu veux lui donner ce qui me rend fou, c'est que Predator comme Alien, tu as eu des revival. Bon, Alien c'est jamais totalement arrêté, tous les 3-4 ans on a un Alien. Et puis c'est Predator tout double. C'est plus espacé, mais néanmoins, tu vois, si Prey et Romulus ont aussi bien marché, c'est parce qu'ils ont respecté les codes. Mais j'ai très peur que le prochain Alien soit enfantifié, je sais pas si ça se dit. Quand tu vois ce qu'ils ont démarré avec Alien Earth, alors j'ai pas vu la série, mais on m'en a suffisamment parlé pour que j'ai un avis dessus. Je l'ai pas vu, donc je ne donne pas d'avis, moi, quand je pense sincèrement, j'ai un avis mais que j'exprimerai pas, mais ce que je veux dire c'est que je pense sincèrement qu'entre Alien Earth, Badlands, il va se passer un truc dégueulasse avec Alien et Predator. Ok, ça on verra. Dire un truc, mais vu que j'ai pas vu, on en parlera en off, puisque tout à fait. Je vais pas donner un avis que je n'ai pas. Tout à fait. Mais mais j'ai très peur que un baby mignon xénomorphe dans les prochains films. Mais ça va arriver, mon gars, il va se trouver une femme. Non, mais bien sûr. Rien que le gimmick de fin. Bon, bref, on en reparlera. Ouais. Ok. Ouais. On va essayer d'avancer. Next. Bon, je te demande pas ce que t'as vu au cinéma. Mais si tu veux, tu commences avec le film que t'as vu en ligne, du coup. Non, c'est bon, on reprend. Là, on a fait un gros passage tous les deux. Ok, j'ai vu. J'en peux plus. J'ai vu un film qui se passe dans le désert et il y a des bagnoles. Ça, c'est un Mad Max. Ouais, mais lequel? Le dernier, non? Furiosa. J'ai vu Furiosa de George Miller 2024. Je l'ai vu sur Canal+. Mais t'en avais pas déjà parlé ici? Non, je voulais le voir, mais je ne l'avais jamais vu. J'avais jamais pris le temps de le voir, ni au cinéma, ni chez moi. Okay. Et je me suis dit, c'est le moment, non? Ouais. Et c'était un peu rétamé, je crois. Il s'était un peu rétamé, mais franchement, à la bande-annonce, ça m'a pas donné envie de le voir à l'époque. Rare bande-annonce que j'ai regardé, il me semble, ou peut-être teaser trailer, et je me suis dit non, j'ai l'impression que ça va pas me plaire. Puis le temps est passé, j'ai entendu de tout et de rien, du bon, du mauvais, et je me suis dit regarde-le, puis tu te fais ton avis, voilà. Donc j'avais envie d'aimer, mais en même temps je me suis dit est-ce que ça va être bien? Bref, c'est un préquel sur Furiosa, vous avez pu voir dans Fury Road déjà, l'excellent, moi que je trouve excellent, mais le problème c'est que Fury Road ça faisait très réel dans ses décors tournés vraiment dehors et tout, ça faisait pas lisse, ça faisait rugueux, ça faisait violent, ça faisait vraiment fin du monde, organique, voilà. Les décors, tu captais pas quand il y avait forcément des fonds verts parce qu'il y en avait très peu ou quoi, tu vois. Moi, je me souviens qui m'avait pas mal marqué les scènes avec Nicolas Hoult où ils sont obligés de se perfuser pour récupérer l'énergie. Et même les bagnoles et tout, les déserts, tu vois. Le désert, il est comme ça. Tout faisait très réel, très réaliste. Et le problème avec Furiosa, c'est que tout fait extrêmement faux. T'as l'impression que tout le film, il a été fait sur un fond bleu ou vert. Ouais. Ce qui n'était pas le cas même s'il y avait des effets spéciaux visuels évidemment sur Fury Road, mais c'était pas à ce point-là. Et c'était ce qui faisait la force de Fury Road. Et c'est ce que les critiques avaient aimé également, les spectateurs avaient aimé également. Mais le problème de Furiosa, c'est que tout est très faux. Tout est très faux. Tu vois chaque truc fait à l'ordi, chaque effet spécial. C'est déplaisant, ça te sort du film. Et il y a un personnage, le personnage de Praetorian Jack, qui est en gros un conducteur de camion, quoi, pour être le plus vague possible. Le problème, c'est que t'as un peu l'impression que c'est l'équivalent de Tom Hardy dans
dans Mad Max Fury Road, mais dans un autre rôle un peu amoindri, un peu moins important, mais quand même essentiel dans ce qu'ils veulent donner de l'histoire. Et le problème, c'est qu'il n'a aucun charisme. Il a un fort manque de charisme, et quand tu passes après Tom Hardy et que t'es à côté d'Anya Taylor-Joy qui fait très bien le taf, je trouve. Bon, après, je la trouve super bien, mais j'étais un peu sur la défensive par rapport à ce film, mais elle est badass et tout, j'ai rien à dire. Mais lui, il fait, oh là là, on dirait qu'il s'est retrouvé là et il sait pas trop pourquoi. Et il essaie de faire le mec un peu sans émotion ou qui est à la Tom Hardy. Ouais, un peu rugueux et tout, mais c'est très lisse, c'est très tout est si lisse. Parce que en fait, le problème avec ça, quand tu essaies de reprendre une mécanique de jeu, c'est quand la mécanique elle est naturelle chez le premier acteur et que toi tu la forces. Ouais. Et forcément ça se voit. Alors que chez Tom Hardy, c'est pareil, un taiseux robuste, c'est naturel chez lui. Je me demande, et parce que j'ai pas pensé à m'en mais je me demande s'ils ont eu moins de budget pour faire Furiosa, et parce que je me dis, il y a que pour ça qu'ils auraient pas vraiment tourné tout dehors, enfin qu'ils auraient pas donné autant de réel à tout ce qu'on voit à l'image. Pareil, un petit verre avec George Miller pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est aussi faux, pourquoi tout est aussi lisse alors que c'est un monde apocalyptique. Il y a des trucs vraiment où tu dis, ah oui, quand même. Il y a des scènes où tu fais, ah, pas mal. Mais c'est tellement, comment dire, peu présent par rapport à tout. Le film, il fait quand même 2h30, je crois, 2h37, un truc comme ça. Que par rapport au reste, je me dis, c'est vraiment un potentiel raté. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage. Même le nez de Chris Hemsworth fait faux. Non, et il joue pas mal, hein, pourtant. Je sais pas. Pour moi, ça n'a pas l'étincelle de Fury Road que j'ai adoré, vu plusieurs fois. Et c'est dommage d'avoir un truc comme ça. Moi, honnêtement, j'étais déjà pas hyper convaincu par Fury Road, mais c'est parce que moi, j'ai vraiment un problème avec la franchise Mad Max. Ça m'a jamais trop parlé. J'ai vu ceux avec Mel Gibson. Mais moi, j'ai du mal avec ceux. Enfin, à l'époque, j'avais eu du mal avec ceux de Mel Gibson, et par contre, Fury Road, j'avais complètement accroché. J'ai préféré. Peut-être que c'est inaudible pour des grands cinéphiles, mais c'est vrai que j'avais préféré Fury Road à la trilogie. Ah oui, je pense qu'on va se faire chier dessus, mais Gibson. Après, c'est une trilogie. Je suis jamais rentré dedans. Moi non plus. Je l'ai vu par culture, mais ça m'a jamais trop parlé et tout. Et déjà Fury Road, j'ai dit oui, j'ai passé un bon moment d'action, mais voilà, ça s'arrête là. C'est pas un film qui m'a marqué, peut-être comme toi, tu vois. Moi, j'ai jamais eu envie de le relancer. Et en fait, quand j'ai vu la bande-annonce j'ai vu les bribes, parce que je regarde pas vraiment de bande-annonce, mais les bribes que j'avais vues de Furiosa, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Et après, vu tout ce que j'en avais eu comme retour, alors c'est vrai que moi, j'aime bien me faire ma propre opinion, mais comme de base, Mad Max m'intéresse pas plus que ça, voilà. Et en fait, là, ce que tu me dis, moi, ça me conforte dans l'idée que j'ai pas forcément envie d'y aller. C'est dommage, parce que vraiment, l'histoire, je trouve qu'elle est intéressante, parce que c'est quand même les origines de Furiosa et tout. Il y a un truc vraiment intéressant. Tout n'est pas à jeter, mais évidemment, moi, j'ai retenu cet aspect qui diffère vachement de Fury Road, et si c'était un aspect qui était différent mais qui marchait, ok, mais là ça ne fonctionne pas du tout, je trouve. Tu vois les trucs à des kilomètres et tout, au niveau visuel, et je me suis dit, je vais quand même le regarder, parce que Ulysse, l'antagoniste, c'est dans son top 2024, ce film, et du coup j'étais surpris, et je me suis dit, stylé, tu vois, parce qu'on n'a pas forcément le même goût ciné, et du coup il faut que je parle, parce que je ne comprends pas. Tu vois, il y a des trucs vraiment blockbuster que je kiffe, et il me fait où il peut être un peu violent par rapport à ça, et moi je suis en mode c'est cool, c'est un divertissement, et pourtant il aime Furiosa, et enfin tu vois, il y a une incompréhension là-dessus, un peu comme Predator, où je comprends pas. Après c'est ce qui fait aussi la beauté, c'est qu'il y a un public pour chaque film, et bien c'est sûr, ça qui est cool aussi, bien sûr. Mais j'aime bien comprendre les choses. Oui, bien sûr, ou du moins qu'on t'explique pourquoi, tu vois. Oui. Que pourquoi j'ai été séduit par telle ou telle chose dans le film, et que après j'ai été surpris par des trucs au niveau de l'histoire, et j'ai surpris en bien, mais je peux pas en parler évidemment, parce que ça va spoiler le film, tu vois. Mais du peu que j'avais vu de peut-être du teaser trailer ou quoi, j'avais pas vu ça, donc j'étais content de voir cet aspect-là dans ce film. Une déception pour moi, et après j'estime pas avoir perdu mon temps, mais je suis content de l'avoir vu quand même. Parce que je voulais le voir depuis un moment, mais non, c'était pas grandiose. Ok. Voilà. Bon. Donc sur Canal, si vous voulez regarder quand même. En vrai, faites-vous votre avis, hein. Moi je suis heureux d'en discuter. Mais ouais. Toi, t'as regardé quoi? Écoute, je pense que j'ai regardé le phénomène film streaming de ces derniers jours, qui a été réalisé par un très très bon pote à toi. Happy Gilmore.
Non. Un très bon pote à toi que t'as déjà vu plusieurs fois, qui vient te voir en faisant des petites danses. Oh, Guillermo del Toro. Si, Guillermo del Toro. J'ai pas voulu en parler, je me suis dit tout le monde l'a vu déjà. Ah bah moi je vais en parler. Je l'ai vu du coup. Et je vais mettre les deux pieds dans la mare. Oh là là, parlons. Bah déjà je vais te dire tout de suite que j'ai vraiment adoré ce film. Ok. J'ai vraiment adoré ce film. Il a des bons retours. Hein? Il a des bonnes critiques. Alors, j'entends de tout et de rien, mec. Et alors justement, je suis un peu colère. Voilà. Oh, non, mais dis-moi. Non, je suis pas colère du tout. Mais en fait, déjà, j'ai adoré le film parce que je l'ai un peu lancé. Moi, alors, j'ai vu Frankenstein de Guillermo del Toro, du coup, comme ça. Parce on l'avait pas dit. On va peut-être pas raconter l'histoire, tout le monde la connaît. Hein, voilà, justement, j'étais en mode, bon, allez, encore un Frankenstein. Bon, ça fait partie de ce genre de truc comme Dracula qu'on a vu 1 million de fois et tout. Mais je l'ai lancé parce que j'entendais des gens dire, oh là là, qu'est-ce que c'est beau, machin et tout. Donc, je l'ai lancé. Comme moi, j'aime beaucoup les compositions de plans et tout. Je me suis dit pourquoi pas. Et puis j'adore Guillermo del Toro. C'est quand même un cinéaste que j'apprécie énormément, à la fois pour son univers et pour le personnage en lui-même. Ouais, c'est fou. Et en fait, on s'est surpris. Tu vois, Maud m'avait dit pareil. Elle était sur Stardew Valley à côté. Elle a dit vas-y, lance le film, on verra bien. En fait, on s'est vraiment surpris. Maud a posé la console. Moi, et on était vraiment happé par le film et on n'a pas su se désintéresser du film. On était vraiment à fond dedans du début à la fin et du coup j'ai beaucoup aimé. Le film se déroule plus ou moins en 2 parties avec 2 récits, le récit de Frankenstein et le récit de la bête. Et alors pour les points positifs évidemment, je trouve que le film est effectivement sublime. Guillermo revient avec une colorimétrie extraordinaire, des décors extraordinaires, très beau à regarder. Des costumes de fou, tout est sublime. Et ensuite pour la partie débat, on va rentrer dans ce que j'ai pu entendre de négatif ou de pas négatif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui lui reprochent le fait que le monstre ne soit pas assez monstrueux, qu'il soit trop beau, qu'il soit pas dérangeant à regarder, alors que dans le bouquin, il est vraiment décrit comme on a du mal à soutenir son regard tellement il est putréfié, machin et tout. Et en fait, ça m'a vraiment fait poser la réflexion. En plus de ça, je sortais de Badlands où j'étais vraiment en mode non, il faut respecter. Non, mais tu vois, il faut respecter le personnage et tout. Et ça m'a vraiment fait poser la question de la relecture. À quel moment tu proposes une relecture de quelque chose? Et en fait, pour moi, Guillermo del Toro, il a pas trahi, mais c'est qu'une interprétation personnelle, mais il a pas trahi l'identité de l'histoire de Frankenstein. Ouais. Et en fait, je pense que Frankenstein, c'est une histoire qui te propose un panel de lecture sur de l'émotionnel différent. Tu peux aller chercher le rejet social, tu peux aller chercher le romantisme, tu peux aller chercher la différence, tout ça. Et je pense sincèrement que Guillermo del Toro, il a voulu s'attarder sur le côté humain de l'histoire de Frankenstein. Je peux répondre à ta question? Je t'écoute. Parce que on dirait que je le connais, c'est mon voisin. Non, parce que du coup, quand j'étais à la masterclass Guillermo del Toro et Alexandre Desplat, au Festival de Cannes cette année, j'ai eu cette chance. En fait, il a parlé de Frankenstein vite fait et il a dit voilà, ce sera pas un film d'horreur, mais ce sera un film sur la relation père-fils. Ok. Et donc c'est ça c'est ce qu'il voulait. Ok. Donc voilà. Moi, après, ce que je peux reprocher, mais c'est vraiment pour être tatillon, tu vois, c'est le design de la créature de Frankenstein. Ouais. Pas parce que il est pas ensanglanté ou quoi. Mais je trouve qu'il fait trop plastique, il fait trop lisse, moi, c'est ça que j'ai aimé. Alors, et tant mieux. Ouais, bien sûr. Et après, une fois de plus, ça m'a pas fait détester le film, puisque j'ai vraiment aimé le film. Et donc voilà. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'aurais préféré des petits coups d'agrafe entre les peaux, ou un truc comme ça. Après, les monstres de Guillermo del Toro sont souvent très lisses. Ils sont beaux visuellement et tout, parce qu'il veut pas que ce soit des monstres dégoûtants, quoi. Voilà, exactement. Donc je comprends aussi. C'est juste que, moi, personnellement, en tant que critique, bien sûr. J'aurais trouvé ça un peu plus intéressant de le faire un peu plus balafré, même si Victor Frankenstein a passé sa vie à essayer de faire quelque chose d'humain et de parfait et tout, mais voilà, je trouve qu'on voit trop Jacob Elordi sous du make-up. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est mon avis. Et je pense que c'est une critique qui s'entend totalement et que je comprends totalement. Seulement, moi, ça m'a pécho. Ça m'a pécho parce que je me suis attaché à lui et c'est peut-être du coup son côté humain pour le coup. À la différence de mais je suis sûr que c'est fait pour ça. Voilà. Et vraiment, je me suis attaché à lui, je me suis attaché à son histoire d'amour, je me suis attaché à la relation avec son père. D'ailleurs, Isaac, super acteur, mais Oscar Isaac, quoi. Ouais, Oscar Isaac, super acteur, mais profondément détestable dans ce film. Tu vois, mais qui fait le taf, quoi. On aime le détester, quoi. Exactement. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est par rapport, parce qu'on va me dire, ouais, mais du coup, tu critiques Badlands parce que il réadapte quelque chose, et tu encenses Frankenstein parce que c'est une relecture de. Et comme je disais tout à l'heure, je pense que Guillermo del Toro, on peut lui reprocher ce qu'on veut esthétiquement, mais il a pas trahi l'identité du personnage. Là où pour moi, Badlands, ils ont complètement trahi l'identité du personnage. Et c'est pour ça qu'il y a
je trouve, deux façons de relire quelque chose et de machin. J'ai forcément pensé à Édouard aux mains d'argent parce que Édouard aux mains d'argent est une relecture de La Bête de Frankenstein à la sauce Burton, évidemment. Tout ça. Mais tu vois, pareil, même si on vient proposer quelque chose de nouveau, eh ben on trahit pas l'identité du personnage de la Bête. Et c'est pour ça que je me suis dit, c'est pour ça que moi je suis plus client d'une proposition à Guillermo del Toro qu'une proposition à la Badlands. Ouais, et je comprends, ça se tient et tout, tu vois. Mais non, mais j'étais en train de repenser au make-up en même temps. Non, parce que je repense à Elephant Man, par exemple. Ouais. Où visuellement c'est compliqué, quoi, de voir l'Elephant Man. Mais par contre, tu t'attaches à lui très vite, quoi, parce que il vit une vie compliquée. Ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a un peu rebuté au niveau du design de la créature de Frankenstein. C'est que, voilà, pour moi, t'as pas besoin qu'il soit tout beau, tout lisse pour t'attacher à ce personnage. Mais voilà, c'est vraiment pour faire le relou, quoi. J'ai oublié son nom, mais il y a un gars là sur les réseaux qui fait des reviews de films qui a dit un truc qui est très vrai et du coup qui vient appuyer ce que tu dis. C'est que Guillermo del Toro aime tellement les monstres que ces monstres ne sont plus des monstres. Ah, j'ai vu ça quelque part. Je crois que c'est Véro Carda qui avait repartagé ça. Ah oui. Et il a pas totalement tort. C'est vrai qu'il met tellement d'esthétisme dans ces monstres que c'est plus des monstres. Mais une fois de plus, c'est son choix. Déjà, c'est son choix. Et est-ce que j'avais envie de lancer le film pour voir c'est pas là-dessus que j'attendais le film. Voilà. Et puis il y a d'autres aspects où c'est un peu sanglant, on va dire. Bien sûr. Bon, mais voilà, en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Il y a quand même beaucoup de gens qui disent que c'est un très beau film, et c'est un très beau film. On peut lui reprocher ce qu'on veut par rapport à l'adaptation du bouquin. Maintenant, voilà, on n'est pas. Ouais. Non, je voulais pas te couper, pardon. Non, vas-y. J'étais dans mes pensées. Non, et ce que j'ai dit à Megan à la fin du film, c'est que moi, ce que je trouve fort et avec Guillermo del Toro et qu'il le refait via Frankenstein, le film, c'est que en fait, c'est un conte qu'il fait. Ouais. T'as vraiment l'impression d'être un enfant. Bien sûr. On te conte une histoire. Je sais pas si t'as eu le même feeling, mais quand tu mates le film, pour situer les gens, en fait, tour à tour, ils vont raconter leur histoire à un capitaine de bateau. Oui. On dit pas pourquoi ni comment. Mais, et je me suis dit, ouais, ce mec-là, il doit se régaler, il est là, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je m'ennuie. Non, mais tu sais, il doit se dire alors, t'as créé un zombie, ok, très bien, ça se passe comme ça. Et après, il y a les zombies qui arrivent et disent, non, je vais te raconter ma version. Ah, ok, mais incroyable, assieds-toi, prends un petit café, là. C'est ça. Ouais, mais surtout que le mec, il s'ennuie, quoi, genre. Il y a une mutinerie qui se prépare derrière, tu sais, de se dire, attendez, les gars, là, j'ai le scoop du siècle, il y a une histoire de zinzin qui vient d'arriver. Le frérot, il a recomposé un humain avec des cadavres. Non, mais pas, et le cadavre, il parle, quoi. Franchement, à sa place, au milieu du froid, là, il y a rien à faire. J'aurais dit, bah oui, mais je t'en prie, raconte-moi ton histoire, bien sûr. Non, mais c'est un beau film. C'est un beau film. Pour moi, il s'est pas loupé. Moi, j'ai retrouvé le Guillermo que j'aime bien et je me suis laissé emporter par tout ce romantisme. Et quand je dis romantisme, c'est pas juste une histoire d'amour, c'est tout ce que représente le romantisme. La noirceur, la grandeur, tu vois, les couleurs sombres, les couleurs rouges, les machins et tout. J'ai passé un très bon moment. Non, pour moi, le film marche bien et tout. Voilà. J'ai trouvé juste un petit truc négatif à dire et vu que t'avais beaucoup de choses bien à dire, je me suis dit, allez, c'est parti. Soyons fous. Enfin, voilà. Ok, mon cher Pierrick, quel est le dernier film que tu as vu en DVD? Je ne pense pas que tu le connaisses, donc je sais pas si je vais te le faire deviner. En vrai, non, parce que tu vas jamais trouver. J'ai vu Première année. Est-ce que ça te parle? Ah non, vraiment, ça me dit rien du tout. De Thomas Lilti, qui a fait également le film Hippocrate. Alors, je n'ai pas. Ouais. Hilti, c'est une marque. Lilti. Ah, ok. Lilti. Parce que Hilti, c'est une marque d'outillage, mec. Et ça, je connais très bien. Le mec construit une maison. Mais non, du coup, il avait fait le film Hippocrate, que je n'ai pas vu, mais dont j'ai eu beaucoup de bons retours. Mais là, du coup, le film que j'ai regardé, c'est Première année. Donc, c'est pas c'est pas le même film. Sorti en 2018. Et en fait, je crois que c'est ma mère l'autre jour qui m'a offert le Blu-ray. Ok. Et du coup, j'ai fait, merci, je vais le regarder. Et là, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, donc je te fais un petit pitch. Antoine fait sa première année de médecine pour la 3e fois. Ah oui. Il est pas très bon. Alors justement, c'est un bosseur de fou et il est déterminé à devenir médecin. Contrairement à lui, Benjamin sort du lycée et arrive en première année de médecine pour la première fois. Mais il sait pas trop si c'est ça qu'il veut faire de sa vie, en fait. Ok. Donc voilà, et il y a une amitié qui va se créer à partir de ça. Ok. Ce film est vachement intéressant parce que je me suis dit, tous les gens qui vont faire médecine, c'est des fous. Ah oui. C'est des fous. Alors je savais déjà que c'était très compliqué, mais le film, il m'a mis dans une tension, il m'a stressé. En plus, moi et l'école, c'est vraiment voilà quoi. À l'école. Et là, je vois les amphis blindés, tout le monde qui fait un boucan de malade. Alors là, je regardais le film sur la télé, mais avec mon casque. Ah oui, super. Pour avoir le bon son et tout, tu vois. Et j'ai fait, waouh, c'est quand même intense
intense de vouloir faire médecine. Après, respect à vous parce que le craquage il est rapide quand tu fais ce genre d'études. Mais voilà, c'est Vincent Lacoste et William Lebguil. Je sais pas si tu vois qui c'est William. Il est connu. Enfin, il a été connu dans Soda. Il faisait le pote débile. Ah oui, je vois très bien qui c'est. Qui est un très bon acteur. Je vois très bien. Vincent Lacoste aussi d'ailleurs. Ah ouais. Mais ça fait un très bon duo d'acteurs pour ce film. Ils sont très crédibles. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que les deux personnages font les mêmes études, mais ils sont complètement différents. Okay. Ils sont à l'opposé l'un de l'autre. Il y en a un qui est feignant et qui fait que bouffer. Il y en a un, il mange pas tellement, il bosse, tu vois. Et il y en a un qui ça fait un espèce de buddy movie, mais sur la première année de médecine, quoi. Mais beaucoup moins amusant. Oui. Non, il y a des moments drôles quand même. Ça reste une comédie dramatique au niveau du genre. Ça m'a foutu un coup de pression. J'avais l'impression de devoir réviser, tu vois. Ok. Et dans ce sens-là, ça marche très bien. Après la première partie du film, je me suis dit, où est-ce que ça va nous mener? Est-ce que ça va nous mener vraiment à quelque chose? On va juste suivre leur première année. Finalement, non, ça mène quand même à quelque chose. Hello tout le monde, c'est Rémi, je suis désolé, je coupe un peu l'épisode, simplement pour vous dire, là je suis en train de bosser sur le montage de cet épisode et il s'est passé un truc pendant cet épisode qui a provoqué un fou rire entre Pierrick et moi. Je peux pas vous dire vraiment ce qui s'est passé parce que c'est profondément personnel et vraiment ça regarde que Pierrick et moi, mais c'était tellement bon de vraiment rire de bon cœur et c'était tellement cool d'avoir réussi à capturer ces rires et c'est tellement communicatif que voilà, on en a parlé avec Pierrick et on a décidé de vous laisser les séquences de rire. Donc voilà, mais je me permets de vous prévenir parce que ça risque d'être un peu brouillon et si je vous expliquais pas le truc, ça foutait le bordel dans l'épisode. Donc voilà, je vous laisse avec nos rires, j'espère que ça vous fera sourire aussi et tout de suite après le fou rire, l'épisode reprend normalement. Merci, des bisous et bonne suite d'épisode. Pardon. Le problème, c'est que je suis censé couper ça. Oui, et en même temps, c'est tellement non, tu vas couper, crois-moi que tu vas couper. Mais du coup, c'est pas du tout le genre de film que je vais regarder en priorité habituellement. Et pourtant, c'est un film qui vaut quand même le coup d'être vu. Voilà, ce sera pas mon film de l'année 2018, mais vraiment c'était intéressant. J'ai appris des trucs et j'ai trouvé ça vachement intéressant le duo des personnages et des acteurs. J'ai cru que t'allais tousser, pardon. Non, pas du tout. J'étais en train de bailler parce que je me fais chier. Non, non, vas-y, je t'écoute. Et je trouve que le stress, la tension, la pression est vachement bien transmise. Bon voilà, j'ai pas plus à dire. Ok. Donc première année, voilà, c'était un film très intéressant et c'est sorti quand? Et c'était un bon film. C'est sorti en 2018, pardon. Ok, ouais, donc ça commence à dater un petit peu, quoi. Oh voilà, j'ai vu qu'il était noté vraiment en middle, tu vois. Ouais. Et j'ai fait oui. Après, c'était pas, je me suis pas dit waouh, truc de fou et tout. Ouais. Mais franchement, c'est vachement intéressant T'as passé à voir. Bon moment, j'ai quoi. passé un bon moment, même si très stressant. Voilà, les études vraiment, c'est pas fait pour moi. Mais voilà ce que j'ai vu en Blu-ray. Ok. Alors moi, je vais un peu tricher et comme ça, par souci de transparence. Avec nos auditeurs et nos auditrices. Il est où? Il est trop transparent, je le vois plus. Et je vais un prédateur ou reparler d'un film que j'ai vu sur plateforme parce que pas d'ailleurs. J'ai pas vraiment déçu, mais c'est pas. Le mec il continue. J'ai coupé Predator de mon esprit en fait. Il n'existe plus pour moi, d'accord? Non, mais en gros, le dernier film que j'ai vu en DVD, en fait, c'était encore un film d'horreur. Là, j'ai lu 3 épisodes d'affilée où je parle de films d'horreur, bof. Okay. Et en fait, j'ai tellement pas passé un bon moment, tu vois. Déjà, j'ai un peu défoncé Badlands en début d'épisode. Je voulais pas parler que de films que j'ai pas aimés. Oui. C'est vrai. Et du coup, il me reste 2 films que j'ai vus sur les plateformes, un que j'ai trouvé nul à chier et un que j'ai trouvé hyper intéressant. Donc, je vais vous parler du film que j'ai trouvé hyper intéressant et que j'ai vu encore une fois sur Netflix, qui a fait pas mal parler de lui ces derniers jours pour les spectateurs de Netflix. Et c'est un documentaire, c'est presque du found footage. Je crois, alors c'est pas la dame ou la femme, j'ai très envie de le voir, elle est sur ma watchlist. Donc spoil-moi le moins possible. Ok, ça marche. Alors ça s'appelle Ma voisine idéale. Ah oui. Ou La voisine idéale, un truc comme ça. Ils en ont beaucoup parlé, ça. Et en fait, c'est donc un documentaire plutôt qu'un film. Oui, si, c'est un documentaire. Et en fait, tu vas suivre un problème de voisinage et tu vas tout voir à travers les caméras embarquées de la police.
Il y avait un autre documentaire comme ça, où il y avait une femme qui avait disparu dans une famille, une mère de famille. C'est très probable. C'était tout, je crois, via les caméras de police. C'était intéressant. Mais enfin, bon, bref. Je connais pas. Mais en tout cas, alors, pour l'anecdote, j'ai découvert ce film via un épisode de Continue, tu m'intéresses avec Dedo. Il en parlait super bien. Donc, ça m'a trigger, tu vois. Je me suis dit, vas-y, je suis curieux. Et j'ai lancé ça. Et écoute, pareil, impossible de décrocher de l'histoire. Alors que sur le papier, c'est juste une histoire de mauvaise entente entre une voisine et tout le reste de son quartier. Et en fait, cette voisine, tu la prends vraiment en horreur. Okay. Et il y a tout un truc autour vraiment de... En fait, ce film, il te pose un vrai débat social sur la classe moyenne américaine. Et alors, comment le dire sans trop te spoil? Ce film, il est essentiel pour faire avancer un petit peu les cas de justice entre la différence entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Ah, ok. Voilà. Et il est très important parce que le dénouement de ce film, je pense que c'est un peu un exemple. Voilà. Et c'est un peu, je dirais pas, c'est un des, comment dire, c'est pas un premier truc pour l'histoire entre les blancs et les noirs aux États-Unis, mais c'est un truc qui fait avancer le débat social entre les blancs et les noirs aux États-Unis. Donc, alors c'est un peu dommage que tu l'aies pas vu parce que j'aurais eu plein de choses à dire, mais je veux pas te spoil parce que vraiment, il faut se laisser prendre. Mais en tout cas, c'est bien réalisé. Je trouve que les séquences choisies sont très pertinentes parce qu'ils doivent avoir des milliers d'heures de rush. Juste pour te situer, en fait, c'est vraiment, il y a une vieille blanche américaine, enfin une vieille, elle doit avoir 60 ans, donc c'est pas si vieux que ça, mais donc une soixantenaire blanche américaine qui a une maison qui est juste à côté d'un terrain vague dans un quartier résidentiel où c'est plein de petites maisons. Et en fait, ce terrain vague à côté d'elle, il appartient pas vraiment à personne dans le quartier. Ouais. Et elle dit que c'est chez elle. Et en fait, les gosses, tout le reste du quartier, les enfants, ils vont jouer là-bas. Et en fait, elle, ça la rend folle. Et en fait, tous les jours, elle appelle les flics. Tous les jours, elle appelle les flics. Et tous les jours, les flics, ils se déplacent, mais ils se déplacent pour rien. Et au début, c'est pour rien. Et après, il faut voir le film. C'est bien vendu. Et vraiment, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que le film... Alors, tu vois, par exemple, Maud, elle regarde tellement de trucs de true crime, de machin et tout. Ça. Elle m'a dit concrètement, bah, tu sais, moi, le film, il m'a rien apporté d'original. D'accord. Ce qui va être... Enfin, si vous regardez des trucs de cold case, de true crime, de machin, le film va rien vous apprendre de particulier. Par contre, pour moi, c'est plus ce qui est important dans le film, c'est vraiment ce débat social. Est-ce que c'est le sous-texte? Non. Ah, merde. Mais c'est plus le débat social. On l'a pas sorti une fois, cet épisode. Bah, parce qu'il n'y a pas eu besoin. J'ai regardé que des films très premier degré. Predator, le sous-texte familial. Insupportable. Non, c'est là. Mais ouais, j'avais très envie de le voir. Il n'y a pas de sous-texte particulier, c'est vraiment le débat social. Voilà. Alors, en plus, j'adore les trucs true crime. Alors, quand tu l'auras maté, s'il te plaît, essaie de m'envoyer au moins un petit message. Non, j'aime pas appeler les gens, je ne t'appellerai pas. Déjà, mais c'est surtout que c'est pas nécessaire qu'on s'appelle parce que c'est pas le film du siècle non plus. Vexé. Mais juste un petit message pour ton rapport à la voisine blanche. Ok. Voilà. Ce qu'elle t'a généré comme émotion. Ok, d'accord. Okay. J'ai très hâte de le voir. J'essaie de regarder avant la semaine prochaine. Donc voilà. La voisine idéale sur Netflix, c'est très très cool. Je finirai juste ce segment en disant que j'ai failli vous parler de Gun Akimbo avec Daniel Radcliffe. Je l'ai vu, lui. C'est une bouse monumentale. C'était pas ouf. C'est une déjection visuelle. C'est avec son nom, la fille de Agent Smith. Ah bon? C'est pas dans Hugo Weaving? C'est la fille de Hugo Weaving? Je sais pas, j'ai pas retenu les acteurs. À moins que je me trompe de film, mais bon, bref. T'as très certainement raison. Alors, en tout cas, elle jouait très mal. C'est catastrophique. Je me suis dit, Daniel Radcliffe avec deux flingues clouées sur les mains. Il est bon dans tout ce qu'il fait, c'est pas le problème. Je me suis dit, il y a un vrai truc. C'est nul. Voilà, c'est nul. J'ai perdu 1h47. Alors, c'est très précis. C'est très précis parce que ça m'a très marqué. Et en plus, je l'ai regardé hier soir jusqu'à tard, minuit 20, parce que je me suis dit, j'ai pas assez de films pour demain, gna 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 gna. Voilà. Donc il fallait que j'en parle, juste pour vous dire que c'est de la merde. Très bien. Voilà. Merci pour cet avis constructif. Les amis, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Mon cher Pierrot, merci d'avoir avec plaisir partagé ce moment très intime. Ça se voit qu'on n'avait pas fait ça depuis longtemps parce qu'on s'arrêtait plus de parler. Oui, mais bon, on reste sous 1 heure. Donc. Oui, ça va. Très bien, c'est très bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver comme toujours? Pierrot au cinéma sur tous les réseaux. J'ai eu la chance d'être invité au Cannes Indie Shorts Awards, donc j'ai fait pas mal d'interviews cette semaine, la semaine dernière, je sais plus. Voilà, après je parle de tout ce qui m'intéresse dans le cinéma et peut-être des news de temps en temps. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et toi? Ok, bah moi toujours pareil, Movies, MOUVIZ sur tous les réseaux du monde, même Dailymotion. Du monde. Et moi je vous partage plutôt des petites anecdotes de films avec des petites images de films et tout, c'est très cool. Mais sinon, les amis, n'oubliez pas, si vous pouvez mettre un petit 5 étoiles, un petit pouce bleu, un petit partage. Commentaire, surtout parlez-en autour de vous. Je veux pas trop tease, mais on
on devrait avoir des invités très cool pour les prochains épisodes. Ouais. Donc n'hésitez pas à soutenir le podcast. On rappelle que si ce podcast peut aller quelque part, c'est avant tout grâce à vous. Donc voilà, n'hésitez pas à le partager. Bien du fait qu'on était tous les deux cet épisode, parce qu'on aura beaucoup d'invités, je pense, à venir. Il y a un monde où le format A2 n'existera plus. Voilà, c'est pas impossible. Et tant mieux pour nous. Et tant mieux pour nous. Non, mais par contre, on pourra refaire de temps en temps parce que, alors, pour être totalement transparent, il faut que j'arrête avec cette expression et il faut que tu arrêtes avec cette blague. Non, mais on devait avoir un invité aujourd'hui, mais qui malheureusement n'a pas pu honorer notre invitation. Ce n'est pas sa faute. Mais c'est partie remise et ce n'est pas sa faute. Tout à fait. Donc voilà. Bon les amis, on fait des gros bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Un DVD, Pierrick et Rémi viennent tout décoder. 3 films, 3 mondes, 3 façons de raconter. Bienvenue dans le podcast, après ils vont t'expliquer. Podcast, 3 films à regarder. Podcast, faire décoder. Podcast, le cinéma est partagé. Pierrick et Rémi pour t'expliquer. Podcast, 3 films à regarder. Podcast, faire décoder. Podcast, le cinéma est partagé. Pierrick et Rémi pour t'expliquer. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.